Allez, on va commencer. Bonjour à tous et merci de votre présence. On n'a pas de retour micro, hein, donc on fait un exercice un peu nouveau et il faut qu'on se colle un petit peu à l'écran pour que les sous-titres fonctionnent. Donc merci à tous de votre présence. Merci en particulier à Suez par l'intermédiaire de Yannick de se rendre disponible aujourd'hui pour évoquer ce beau sujet. Et Yannick, je te laisse peut-être te présenter en premier. Oui, déjà on va donner le titre de la session. Bien sûr. Donc aujourd'hui on va parler de cloud et d'avenir durable pour notre IT qui est à la fois agile et on l'essaye de la plus sustainable possible. Donc je vais me présenter, moi je suis Yannick Neff, je suis directeur cloud et infrastructure du groupe Suez. Et pour ma part, donc, je suis VP et responsable de la service line Azure chez Capgemini et j'ai le plaisir de travailler avec Yannick et les équipes de Suez. Je vous propose de commencer et de parler un petit peu finalement de Suez. Aujourd'hui, Suez, et en particulier sur l'IT, est engagé sur une stratégie cloud, dans l'optimisation et dans l'amélioration des opérations et des ressources IT, également dans la rationalisation des ressources d'infrastructure, et puis plus récemment dans l'infogérance des applications, en particulier mouvement vers le cloud. On va parler beaucoup de modèles cloud, mais tout d'abord, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler déjà de Suez, en particulier de ses métiers, et puis inévitablement de l'IT qui supporte ces métiers? Yannick, merci. Très bien, merci Pierre-Olivier. Donc Suez, c'est un des leaders français, mais mondial aussi du traitement de l'eau et des déchets. Donc au 1er janvier de cette année, nous avions un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros pour environ 35 000 employés, avec un business assez équilibré entre la partie eau et la partie déchets. Sur le slide, vous voyez 5% pour SES. SES, c'est notre entité digitale. Donc 5%, c'est à la fois beaucoup, mais pas assez, je puis dire. Ça montre quand même tout le potentiel qu'il y a de croissance sur le digital et évidemment sur l'IT derrière. Suez, c'est une entreprise multinationale. On est présent dans 40 pays et c'est aussi une entreprise qui a une histoire qui a commencé il y a 160 ans par la construction du canal de Suez, tout simplement. Et c'est aussi une entreprise, on va dire, d'experts. On a 9 centres de R&D en France et en Asie et on a environ plus de 1600 brevets qui sont déposés. Alors, au 1er janvier, c'est important de le dire parce qu'entre-temps, on a fait quelques petites acquisitions. Et donc, on va arriver d'ici fin d'année à un chiffre d'affaires avoisinant les 10 milliards pour 44 000 employés. Je disais que c'était une entreprise d'experts, mais c'est aussi une entreprise de passionnés. Donc, on a une raison d'être qui nous anime au quotidien. Je vais tout simplement vous la lire. Mobilisés chaque jour aux côtés de nos clients et de nos partenaires, nous apportons depuis plus de 160 ans des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de vie partout où nous agissons, face à des défis environnementaux grandissants. Unis par la passion de nos métiers, nos valeurs d'inclusion et notre sens du collectif, nous innovons pour préserver l'eau et valoriser les déchets sous forme de matières recyclées et d'énergie. Nous promouvons et déployons des pratiques plus sobres, des technologies plus efficaces et des solutions circulaires pour réutiliser et faire le meilleur usage des ressources limitées de la Terre. Au plus près des territoires, nous nous engageons pour l'humain et la planète afin de rapporter des ressources et un avenir commun. On va poursuivre, si vous le voulez bien, notamment en évoquant ensemble les sujets. Capgemini, Microsoft et Suez donc sont partenaires dans le mouvement vers le cloud et en particulier sur la thématique du jour, sur le durable et l'inclusif. L'occasion aussi de rappeler finalement ce qu'on fait ensemble, Yannick. Le premier aspect, c'est la partie Managed Services. On en discutera un peu plus tout à l'heure, mais notamment avec deux aspects qui sont structurants. Un modèle de responsabilité partagée et aussi une verticalisation des opérations, mais on se fera un focus dédié sur le sujet. On a également aussi nos équipes qui sont impliquées au niveau de l'infogérance, avec 165 applications qui sont dans le périmètre d'infogérance et compatibles dans un futur justement modèle cloud. On intervient également sur la définition et le déploiement des landing zones. On intervient également sur l'automatisation et le déploiement des services core de l'IT de Suez et en particulier en modèle cloud. On a un certain nombre de nos coéquipiers collaborateurs qui travaillent sur le GreenOps et le FinOps. Et puis en toute fin, on projette une trajectoire sur le Move to Cloud et le Modernize to Cloud. Mais finalement, encore une fois, pour te laisser au maximum la parole, comment le cloud aujourd'hui est un levier dans la thématique du jour de transformation de Suez et en particulier vers cette cible durable? Ça marche, merci. Je vais déjà faire un focus sur l'IT de Suez. Donc aujourd'hui, l'IT de Suez, c'est environ 2500 serveurs,
pour entre 300 ou 400 applications. C'est une IT qui est déjà à 40% dans le cloud. Et c'est une IT qui vise à aller, on va dire, entre 80 et 90% dans le cloud grâce au programme de transformation qui s'appelle Cloud 2023-2025. Alors pourquoi ces deux dates ? 2023 sera plutôt la date de la consolidation et de la rationalisation et 2025 sera la date de l'optimisation et de la modernisation. Donc tu l'as dit, on va chercher plein de bénéfices dans le cloud et essentiellement en termes de sustainability. Pour nous, on considère que le cloud est ce qu'il y a de plus efficace en termes d'énergie comparé à du data center ou de la virtualisation. Alors ça ne veut pas dire que le cloud n'est pas énergivore, mais en tout cas on considère que aller dans le cloud ou en tout cas dans des acteurs, on va dire de type hyperscaler, on va chercher un ratio d'efficacité plus intéressant sur l'énergie. Ça nous aide à atteindre aussi notre stratégie qui est neutral carbone hosting à horizon 2025. Voilà, on veut être neutre en termes de carbone et compenser entre nos data centers et le cloud. On en a parlé rapidement, je vais faire un focus. Donc on a un contrat de cloud MSP, donc d'infogérance avec Capgemini. Dans tout contrat d'infogérance, on aime bien mettre des pénalités pour inciter notre fournisseur à respecter ses engagements qu'il nous promet. Et en fait, ces pénalités, ça ne va pas être une baisse de la facture. Suez va les réverser dans un fonds de sustainability qu'on a en commun qui nous permettra de faire des projets green, tout simplement. Donc en fait, on va dire c'est pour le bien de la planète, on met ces pénalités dans ce fonds green. Je suis désolé, je regarde mes notes parce qu'on a plein de trucs à dire. Point aussi intéressant, dans le cloud, et là on y reverra aussi par la suite, on commence à faire des patterns d'architecture qui sont de plus en plus green. C'est-à-dire qu'on va faire des choix d'architecture qui vont plus aller vers du green et moins vers de l'économie d'argent. Ça, on y reviendra sur la suite, c'est super intéressant là-dessus. Autre sujet, c'est que pour nous, le cloud natif, et ça on peut le faire que dans le cloud, est beaucoup plus efficient en termes d'énergie. Aller vers du serverless qui s'allume à la volée directement dès qu'il y a un workload, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir des serveurs qui tournent H24 et qui attendent des traitements. Donc justement, nous, on pousse le cloud natif et on trouve ça beaucoup plus efficient en termes d'énergie. Autre sujet qui est très intéressant, c'est que tout ça, on le fait aussi pour nos métiers de l'eau et des déchets. Dans le cloud, c'est beaucoup plus simple de faire de la scalabilité, on va dire, optimale, avoir un montée de charge et une baisse de charge, et derrière, ça ne consomme pas d'énergie. C'est beaucoup plus simple de faire des développements et des déploiements sur des cycles courts. Ça consommera beaucoup moins de temps derrière de faire une mise en production très rapide plutôt qu'une mise en production qui peut prendre des mois. Et pour finir, comment parler de cloud sans parler de data ? Aujourd'hui, toute la plateforme data et intelligence artificielle est dans le cloud. Elle nous permet d'optimiser des chiffres qui sont un peu fous. Par exemple, on a une petite boule qui fait 10 cm qu'on jette, si je puis dire, dans les tuyaux de canalisation. Et cette petite boule, elle va faire son petit trajet. Elle est géolocalisée, on va la récupérer à la surface. Et en fait, elle va collecter plein de données. Bon, ma connaissance s'arrête là, hein. Il y a des données de pH, de température. Et grâce à ça, avec des modèles d'algorithmes, derrière, de machine learning, on est capable de détecter des anomalies sur le réseau de canalisation. Autre sujet très intéressant qu'on fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le réseau d'eau en France, ou en tout cas dans le monde, n'est pas parfait. En France, il y a 1 milliard de mètres cubes qui sont perdus dans le réseau d'eau, tout simplement dû à des fuites. C'est un réseau qui est quand même assez efficace, on a 80% d'efficacité sur ce réseau, mais il y a quand même 1 milliard de mètres cubes qui sont perdus. Pour vous donner des chiffres, le réseau d'eau en France, c'est 1 million de kilomètres de canalisation. C'est un réseau qui a, quand on pose une canalisation, c'est pour 50 à 60 ans. Oui, on est quand même sur des cycles qui sont assez longs. C'est un réseau qui a été posé, à plus de 50%, a été posé avant 1972. Voilà. Donc c'est un réseau qui est un petit peu vieux, si on peut dire. C'est un réseau qui a des fuites. Et l'IA nous permet aussi de détecter ces fuites et de pouvoir intervenir au plus près directement et faire les travaux de réparation de ces canalisations. Peut-être Yannick, on a un petit peu de temps pour développer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, on voit apparaître en haut de l'écran la stratégie de Suez à horizon 2023-2025. Tu peux revenir sur ces aspects un peu temporels, la genèse, tu es arrivé récemment dans l'organisation, un peu plus d'1 an il me semble. Est-ce que tu peux nous dire justement un petit peu comment les choses s'articulent ? Je pense qu'on a le temps de développer cette partie-là et ça intéressera forcément ceux qui nous écoutent. Merci. Ça marche. En fait, l'aventure cloud chez Suez a commencé en 2015. Ça a été un cloud qui a été construit, on va dire, plutôt avec des patterns d'architecture de type data center, parce que c'est ce qu'on connaissait en 2015. Hein. Il n'y avait pas les patterns cloud natifs, ou en tout cas c'était très émergent. Donc le cloud chez Suez depuis 2015, en fait on est cloud first, c'est-à-dire que tous les nouveaux déploiements se font dans le cloud.
Aujourd'hui, ça fait un volume entre 1000 et 1500 VM, donc c'est pas un petit volume évidemment. L'idée, c'est que moi, je suis arrivé il y a quasiment 2 ans avec une mission, on va dire, ou en tout cas une feuille de route qui est de moderniser et d'aller épouser des pratiques cloud qui sont un peu plus efficientes, plus modernes. Et donc, on a lancé ce programme de transformation, globalement découpé en 3 grandes phases. La première, ça a été la construction des nouvelles fondations cloud. Donc elles sont complètement agiles, complètement scalables, multi-régions, enfin bon bref, le truc on va dire à l'état de l'art. Ça nous a pris un petit peu de temps, ça nous a pris environ 1 an et demi pour construire ces fondations. Et une fois que ces fondations sont construites, on va embrayer justement sur le Move to Cloud pour consolider tous les data centers qui nous restent en France et à l'international dans ces nouvelles fondations. Donc ça, logiquement, fin 2023 ou en tout cas début 2024, on a consolidé les data centers qu'on a en France dans ce cloud qui est complètement agile, scalable, et on va dire qui épouse toutes les best practices pour tirer la meilleure efficience, que ce soit du cloud et surtout aussi en termes de sustainability. Merci pour ces infos. Peut-être tu l'as dit rapidement, on peut revenir là-dessus. Au niveau des bénéfices que tu attends, soit que tu as déjà observé, puisque les choses sont lancées, soit ceux que tu attends. Évidemment, aujourd'hui, le thème, c'est durable. Il n'y a pas forcément que ce bénéfice-là. Comment, justement, vous vous organisez? Quels sont les bénéfices qui sont mesurés? Est-ce que vous avez déjà un certain nombre de KPI? Quelle est éventuellement la priorisation de ces bénéfices? Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Exactement. Donc, le programme de Transfo est évidemment piloté par des KPI. On a des objectifs. Et ces objectifs, c'est ceux qui sont inscrits à l'écran. Donc, on vise 80% dans le cloud à horizon 2023-2025. Ce qui ne peut pas aller dans le cloud ira dans des data centers et on vise donc un data center maximum par région. Donc idéalement un data center pour la plaque AMER, la plaque Europe et la plaque Asie. On veut renforcer la sécurité. Donc là aujourd'hui on mesure la sécurité dans le cloud avec une KRI, un Key Risk Indicator qu'on pilote et qu'on mesure directement pour essayer d'atteindre un taux de sécurité qui est meilleur. On veut avoir des savings qui sont mesurables. Alors les savings, ils sont découpés en deux. Il y a des savings évidemment financiers qu'on compte en euros. Et avec les campagnes FinOps, on a des belles victoires en lançant des campagnes FinOps. Mais on veut aussi des savings qui sont CO2, c'est-à-dire des savings écologiques. Et là-dessus, donc, on mesure la consommation, on va dire CO2 de notre cloud. Alors comme on est sur une phase de croissance, elle augmente. Mais l'idée, c'est quand on fera la somme des consommations data center et cloud, la somme diminuera, quoi. On veut augmenter l'agilité. Aujourd'hui, on est capable pour un business, on est capable de provisionner un environnement cloud en moins de 5 minutes. Donc on est full as a service, donc ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, vous allez directement dans le portail ServiceNow. Vous pouvez vous provisionner une enveloppe, ce qu'on appelle un cloud bundle. Et dans ce cloud bundle, il est complètement préconfiguré. Vous pouvez travailler dedans, dans le cloud, et vous pouvez plugger votre chaîne DevOps, votre Terraform, votre portail Azure. Et tout ça derrière, vous pouvez le faire en full as a service. Donc typiquement aujourd'hui, fut un temps, on mettait plusieurs semaines pour déployer un serveur. Aujourd'hui, on le fait en moins de 5 minutes directement grâce à l'agilité et le as a service qu'on propose. Le time to market, donc j'en ai parlé. Renforcer les skills et l'attractivité. Pareil, aujourd'hui, on ne réussira pas la transfo cloud, on va dire, avec des skills de data center ou des skills qui ne sont pas cloud natifs. Donc on a tout un programme de reskilling directement de nos collaborateurs pour justement derrière qu'ils soient un petit peu born in cloud et qu'ils puissent justement déployer ces principes de cloud et pour qu'on en puisse en tirer tout le meilleur en fait. Et pareil, renforcer l'attractivité. Ça va toujours être un petit peu plus compliqué d'embaucher des jeunes sortis d'école et de les mettre devant des vieilles consoles Unix. Voilà, on préfère aussi leur donner des terrains de jeu un peu plus sympas. Et le programme cloud nous permet aussi typiquement de renforcer l'attractivité. Voilà, donc c'est des bénéfices qu'on a fixés au début du programme. On est committé sur ces bénéfices et on les suit. Aujourd'hui, la KPI de time to market, on l'a atteint. On voulait atteindre 5 minutes, on y est. La KPI de public cloud, on y viendra quand on aura fait le move to cloud. Et renforcer la sécurité, on doit encore mettre un petit coup d'accélérateur là-dessus. Et le neutral carbon cloud, on mesure, mais pour l'instant, évidemment, le cloud grossit. Mais l'idée, c'est que les data centers réduisent. Merci. On parlait tout à l'heure de nos activités communes, je les énumérais. Une stratégie qui est essentielle est la partie Managed Services.
J'évoquais deux aspects qui me semblaient essentiels quand on en a discuté ensemble, qui étaient l'aspect modèle de responsabilité et également la verticalisation des opérations, donc pour transfigurer finalement les différentes couches, infrastructures applicatives. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette approche MSP? Est-ce que tu pourrais nous dire peut-être quels sont les trois aspects que toi tu juges essentiels que d'autres compagnies ou sociétés devraient au moins prendre en takeaway de ton expérience? Et puis surtout, ce qui est peut-être ce qu'on peut rajouter, c'est une approche qui est très orientée avec des services, tu le disais, cloud natif, c'est-à-dire tirer meilleure partie du cloud provider et tirer meilleure partie aussi de l'écosystème, notamment des logiciels qui permettent d'administrer le cloud. Et je crois en plus, on peut rajouter, dans ce cadre de MSP, on est aussi sur une approche cloud et hors cloud. Donc ça ajoute aussi une certaine forme de complexité qui est adressée. Je te laisse nous dire quelques mots là-dessus sur les aspects majeurs que tu as souhaité mettre dans cette approche. Oui, exactement, merci. En fait, je le disais en intro, le paysage, on va dire, applicatif de Suez est assez large. Gartner parle d'une bimodal IT, nous on parle encore plus d'une IT à 3 vitesses et en fait on a créé des modèles dans le cloud que vous voyez en haut, le cloud enabled, le cloud optimized et le cloud native qui en fait pour nous représentent 3 modèles de maturité dans le cloud. Par exemple cloud enabled, on va plutôt être sur du data center virtuel avec de l'infogérance en mode utile. Sur le cloud optimized, on sera plutôt sur du PaaS avec de l'infogérance en mode DevOps. Donc évidemment les principes ne sont pas du tout les mêmes. Et sur le cloud native, on va être plutôt typiquement sur du serverless. Par exemple, en cloud native, tout ce qui est compute en termes de machine virtuelle est interdit. On est obligé d'aller sur du serverless ou sur du conteneur. Et le modèle d'exploitation est en mode SRE. Donc on savait très bien qu'on n'allait pas tout mettre en mode DevOps. Il y a plein de choses ça ne sert à rien de mettre dans des forges DevOps. Donc le monde utile est toujours là, il va continuer à le vivre. On a des gros ERP, on a du SAP, on a ce genre de gros systèmes qui derrière sont plutôt gérés en mode utile. Mais derrière, on a aussi des petites startups ultra innovantes qui sont en mode cloud natif. Donc la difficulté a été de trouver un fournisseur qui pouvait épouser ou en tout cas nous donner ces 3 modèles de delivery qui sont complètement à des vitesses différentes. Et on a pas mal, on a mis plus d'1 an je pense à converger entre l'appel d'offres et la contractualisation pour justement arriver à un shared responsibility model où chacune des parties en retirait de la valeur. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce qu'on peut, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas en highlight, ce qui est sûr c'est qu'en vert, Suez garde la maîtrise de son IT. Donc on garde tout ce qui est architecture, tout ce qui est gouvernance et tout ce qui est, alors même moi j'arrive même plus à le lire, tout ce qui est enablement. Donc dans la délégation qu'on fait des opérations, on ne délègue pas la maîtrise, on continue à la maintenir chez nous et ça c'est très important. Et tout ce qui est projet build run, on le fait en commun parce que derrière, je prends un exemple, un développeur ne va pas attendre le CAB du lundi matin, le Change Advisory Board pour pousser du code, il veut le faire en mode DevOps. Donc on a trouvé le juste milieu où derrière l'infogéreur peut engager sa responsabilité d'opération et nous on a toute l'autonomie et l'agilité. Ça a été très important de travailler sur ce Shared Responsibility Model qui est quand même assez nouveau dans le monde de l'infogérance, qui est plutôt un monde qui est assez rigide ou un monde qui est assez lent dès qu'on a par exemple des processus de build to run. Là, on est complètement beaucoup plus dynamique et beaucoup plus agile. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Pour moi, ça a été de trouver le juste milieu entre responsabilité et collaboration. Derrière, on ne voulait pas un modèle où il y a un PV de recette pendant 1 mois avec une VSR, une VABF dès qu'on fait un build to run, parce que derrière, le build to run, on va en faire tous les jours. Donc on a trouvé ce modèle un peu dynamique. Et évidemment, chacun met ses guardrails de responsabilité, sinon ça ne marche pas, mais on a su trouver cet accord pour que CAP puisse opérer et nous, on puisse avoir l'autonomie et l'agilité, et que derrière, on ait des équipes 24/7 chez CAP qui opèrent pour nous. Voilà, donc ça c'est vraiment le message clé, c'est trouver le juste milieu. Et d'ailleurs c'est le cloud qui a poussé le modèle du Shared Responsibility Model qu'on a poussé directement avec nos contrats d'infogérance chez CAP. Ce qui est intéressant et qu'on peut rajouter, c'est finalement les 3 notions ou les 3 stages que tu évoquais, Cloud Optimize, Cloud Enable et Cloud Native. On retrouve, donc ça on parle de la partie MSP, mais on retrouve d'un point de vue transformation finalement la même approche. On peut arriver sur ces différents stages et surtout passer d'un stage à un autre par maturité successive. Des fois ça peut être opportun de faire un saut quand il y a des rationnels business ou des triggers importants, mais par contre on a bien la possibilité à la fois d'aligner finalement un managed services, mais à activer aussi des aspects de transformation d'infrastructures et applicatifs sur exactement le même modèle. Donc je pense que c'est un bon référentiel à conserver
on manque souvent de repères sur le sujet. Je vous propose de continuer et de revenir à la thématique principale du jour qui est la sustainability, en particulier les aspects durables. On souhaitait, pour te faire réagir finalement Yannick dans le contexte de Suez, partager ici quelques visuels et un rapport qu'édite Capgemini régulièrement sur justement le Sustainable IT. Qu'est-ce qui nous dit, c'est pas très gros pour vous, mais le chiffre apparaît quand même. Retenons finalement qu'à peu près 50% des sociétés aujourd'hui ont une stratégie de Sustainable IT. Et finalement, on retrouve la même métrique 49% ici, indiquant qu'une fois que cette décision a été prise, le principal challenge va être la mesure, l'assessment et la mesure, les standards, les toolings pour justement lancer ou supporter ces initiatives. L'occasion justement de vous présenter une partie de ce qui est fait dans le contexte de Suez avec finalement les logos qui apparaissent en bas, cet aspect justement d'enquête et d'assessment des initiatives green et durables. Le deuxième aspect étant parlé avec le fonds vert, le Green Fund, et puis une gouvernance justement de ce Green Fund pour piloter les initiatives, et puis naturellement en fait opérationnaliser ces différentes initiatives durable, merci. L'occasion de te poser la question, on parlait cloud, et justement aujourd'hui, en quoi cette stratégie cloud, elle relie aussi un certain nombre d'initiatives que tu lances côté durable. Est-ce que tu peux nous en citer certaines, éventuellement évoquer quelques difficultés ou lessons learned, au plaisir de t'entendre là-dessus. Ouais, merci. En fait, je partage aujourd'hui, c'est un constat qu'on a fait sur tout ce qui est sustainability, ou en tout cas si je réduis la sustainability à la mesure écologique, je fais exprès de réduire pour pas trop complexifier le modèle. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de standard marché qui émerge, il n'y a pas de consensus, c'est en plein foisonnement, c'est en pleine ébullition. Donc typiquement d'un œil très égoïste, nous on s'est dit ok, on ne va pas attendre que les autres sortent un modèle. Et donc nous on a sorti un modèle en interne de scoring alors de nos architectures. Donc on a inventé le Green Score, un peu comme vous pouvez avoir le Nutri-Score des paquets de gâteaux. Nous on a le Green Score des architectures, et en fonction de l'architecture que vous allez faire dans le cloud, on va vous donner un scoring. Ce scoring en fait il va être à terme un choix en plus déterminant dans le choix des architectures. C'est-à-dire que pendant longtemps on a fait des architectures qui déjà répondaient aux besoins business, ça c'est toujours logique, mais avec des niveaux de service, et la contrainte de coût n'était pas forcément prise en compte. Encore plus dans le cloud, quand il est très facile de provisionner de la ressource à la demande, la contrainte de coût est plus difficile à mesurer. Donc en fait, on a défini des patterns d'architecture en interne. Ces patterns d'architecture, on a une ambition de les release en open source sur Internet, parce qu'il n'y a pas de standard marché, ça peut intéresser plein d'autres entreprises. Et l'idée aussi, c'est qu'on commence à insuffler une culture de green by design dans les architectes applicatifs ou chez les développeurs, pour qu'ils prennent en compte cette contrainte. C'est-à-dire qu'on va commencer de plus en plus à faire des choix où on ne mettra pas des clusters partout parce que c'est peut-être sympa en termes de disponibilité, mais ça coûte plus cher pour la planète. Donc ça, c'est quelque chose qu'on commence. On les a publiés en interne, ces patterns d'architecture. Je rappelle que l'ambition, c'est derrière qu'une communauté d'acteurs publics au sens extérieur à Suez puisse un peu challenger et puisse faire évoluer ces patterns. Il y a plein de sujets super intéressants sur lesquels on peut travailler là-dessus. Autre axe qui commence à émerger, c'est que vraiment on fait des choix d'architecture qui sont un peu plus, on va dire, éconologiques, c'est-à-dire qui mélangent l'écologie et l'économie. Un exemple tout bête, on a fait le choix de préférer éteindre les VM la nuit quand elles n'étaient pas utilisées. Alors évidemment, il y a un aspect financier intéressant, mais si dans Azure je fais de la réserve instance et je m'engage sur 3 ans, je n'ai pas besoin d'éteindre la VM la nuit, ça ne me sert à rien. Mais par contre, on a fait le choix d'éteindre les VM la nuit et de ne pas faire des réserves instances, quitte à perdre un petit peu d'argent, mais en tout cas ça aidera la planète. Et donc on commence justement à faire ces choix-là en disant bah non, là on va privilégier l'écologie à l'économie. Moi je dis toujours, c'est quand même assez facile de créer de l'argent, ce sera plus compliqué de créer une deuxième planète. Donc si on peut essayer de la préserver, ça pourrait être un peu plus sympa. Et dernier axe, évidemment on fait du FinOps, mais ce FinOps on le fait aussi sous un angle de GreenOps. Et on a déjà commencé à être un petit peu plus agressif, c'est-à-dire que les campagnes FinOps elles se font un peu plus à marche forcée,
Si on a des VM où on n'a pas de réponse du responsable applicatif sur un change, en fait on va appliquer le change et on réagira s'il y a un problème de performance. Mais on sera plus à marche forcée plutôt qu'être timide dans les campagnes FinOps et GreenOps qu'on lance, quoi. Merci pour ces précisions, les initiatives que tu as listées. Juste peut-être pour clarifier, ce que tu évoquais sur le framework que vous avez développé, c'est quelque chose qui est déjà disponible en open source ou que tu vas rendre disponible? Non, il est disponible en interne. D'accord. Je travaille à le mettre sur github.com justement. C'est un peu nouveau de release des sujets en open source, donc on travaille avec les différentes security legal pour qu'on puisse le faire, quoi. Bien sûr, et j'imagine que tu informeras ton réseau à ce Oui. sujet. Merci Yannick. La session est terminée, donc merci à Suez d'avoir accepté de témoigner, en particulier Yannick. Nous, côté Capgemini, on est ravis d'accompagner Suez et de suivre le mouvement justement vers le cloud et vers le durable. Évidemment, avec le partenaire Microsoft comme support majeur dans la partie cloud et en particulier Azure. Peut-être Yannick, je vais te laisser le mot de la fin finalement. Et ensuite, qu'est-ce qui attend Suez? Vers quoi vous voulez aller? Beau momentum quand même partagé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? La suite, en fait, ça va être le move to cloud. Donc là, on est dans les starting blocks pour démarrer début janvier les premières migrations une fois que la phase d'assessment sera finie. Donc c'est ce qui va nous occuper beaucoup l'année prochaine. Voilà. Ça va être sympa d'essayer de fermer nos data, enfin même de réussir à fermer nos data centers en 1 an. Et si je peux finir par un verbatim, parce que normalement je devais intervenir avec un collègue qui portait les applications, donc je vais le citer, donc c'est Arnaud, et je trouve qu'il a fait un verbatim qui est assez beau. Voilà, donc je vais juste le dire mot par mot. Donc il a écrit « Aller vers le cloud est une évidence, à nous de faire en sorte que ce soit aussi fluide que d'ouvrir un robinet d'eau potable ou d'assister à un balai infini du ramassage et de la revalorisation des déchets. » Super, merci beaucoup Yannick, merci à tous. Ouais, merci. On vous propose, si vous souhaitez, de poser quelques questions. Si vous voulez. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Si vous n'avez pas de questions et que vous avez un peu de temps, vous pouvez compléter ce petit formulaire pour savoir si la session s'est bien passée. Merci à tous. Merci. Merci Yannick.